B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. Pour la génération des baby boomers, la voiture symbolise l'émotion, la liberté ou encore la réussite sociale. Est-ce encore le cas pour les millennials? Quelle est la place de la voiture aujourd'hui en 2021? Quelles sont les grandes tendances et les grands changements qui attendent l'industrie automobile dans les années à venir? Rencontre avec Alexandre Farago, directeur d'Emile Frey Genève Acacia. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. Alexandre Farago, merci d'être avec nous. Le groupe Emile Frey fêtera ses 100 ans en 2024. Emile Frey, c'est le plus grand concessionnaire automobile indépendant d'Europe, un chiffre d'affaires de presque 3 milliards de francs l'an dernier sur le territoire suisse, plus de 30 marques représentées dans notre pays et presque 4000 collaborateurs. Un groupe qui a traversé, comme l'ensemble des secteurs, la crise du coronavirus, avec des changements de fond dans l'industrie automobile aussi. Avant d'en parler, présentez-nous déjà Emile Frey Genève Acacia. Alors, Emile Frey Genève Acacia, c'est sur Genève, on a 3 garages Emile Frey, respectivement 4. On oublie des fois un petit peu au Lignon. Alors, on va commencer par le plus petit, c'est le garage Emile Frey au Lignon, qui lui a les marques Jeep et Toyota. Ensuite, nous avons le garage des Vernets, qui lui a plus les marques asiatiques. Ensuite, après, on a nouvellement ex-PSA, donc avec Citroën DS et Opel qui est au 27 route des Acacias, et BMW Mini qui est au 23 route des Acacias. BMW Mini, qui choisit les marques, la répartition stratégique des marques représentées par Emile Frey? Est-ce que c'est vous directement qui souhaitez avoir telle ou telle marque dans votre concession? Alors pas du tout. Les marques qui sont actuellement sur Genève, ce sont des marques qui sont historiques, qui sont des marques qui sont implantées déjà bien avant que j'intègre le groupe Emile Frey. Ça fait 26 ans que je suis dans le groupe Emile Frey, donc bien avant. Il y avait d'autres marques qui étaient présentes avant aux Acacias où je suis. C'était la marque à étoiles, pour pas la nommer. Et aujourd'hui, c'est BMW Mini. Donc il y a des changements qui sont faits, des changements structurels, des changements stratégiques, et il y a une adaptation qui se fait, on va dire, régulièrement. Avec une gamme de services proposés qui est extrêmement large, de l'importation de véhicules jusqu'à la carrosserie, qu'est-ce que vous proposez? Alors en fait, on propose tous les métiers de l'automobile, c'est-à-dire de la vente et surtout de la prévente. Aujourd'hui, on a des spécialistes qui sont dans tous les domaines, autant bien mécanique, électricité, carrosserie, tôlerie, peinture, etc. Combien de corps de métier? Ça fait facilement une dizaine de corps de métier parce qu'en plus on va dire dans les coulisses, en plus des personnes qu'on connaît, donc le mécanicien, etc., il y a toute la partie logistique qui est derrière, où les commandes de pièces, la disposition qui s'occupe des commandes des voitures, de contrôler l'arrivage, où ça en est, etc., de la préparation, ainsi que de l'intendance, parce qu'il y a un gros entretien qui doit être fait sur tout l'appareillage qu'il y a dans les garages. Alexandre Farago, l'automobile, comme l'ensemble des secteurs, vit des moments difficiles, approvisionnement de pièces, difficulté à avoir des voitures neuves. C'est un regain de la voiture d'occasion qui revient un peu sur le devant de la scène. Est-ce que ça représente aujourd'hui, en ce moment, la majorité des ventes? Non. Alors, on va dire qu'on est toujours sur des 50-50. Ce qu'il faut dire, c'est que le véhicule d'occasion est intimement lié à la vente de véhicules neufs. Donc, si pas de véhicule neuf, pas de véhicule d'occasion. Donc, tout est lié. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les constructeurs nous livrent quand même des voitures. On a des livraisons de voitures, évidemment, avec du retard ou certains retards. Ça dépend des options que vous choisissez dessus. Mais on a quand même un approvisionnement qui suit et nous avons toujours un stock à disposition de notre clientèle. On ne va pas refaire toute la période Covid, hein. On sait bien ce qui s'est passé, les showrooms fermés. En revanche, les canaux de vente qui ont peut-être un petit peu changé, la digitalisation des ventes, hein. Il y a eu un gros coup d'accélérateur sur les ventes en ligne. Est-ce que c'est une tendance qui va s'inscrire dans la durée? Alors effectivement, donc on a vu qu'on a fait un virage vraiment à 180 degrés. On l'avait déjà commencé à l'amorcer avant la période Covid. On a vu ça tout d'abord avec le marché des véhicules d'occasion qui, lui, est à 90% déjà de vente sur Internet. Et maintenant, ça s'impose grandement sur la vente de véhicules neufs.
Toutefois, selon la spécificité des voitures, selon les options, nos conseillers de vente ont leur rôle à jouer. C'est-à-dire que ce ne sont plus des vendeurs, ce sont des conseillers de vente qui vont vous conseiller selon vos besoins. Et aujourd'hui, bien souvent, dans la configuration d'une voiture, oui, on peut la configurer sur Internet, mais est-ce qu'on a pensé à tout? Est-ce qu'on a bien configuré? Est-ce que c'est le modèle idéal? Et nos conseillers de vente sont là pour aider, orienter le client. Pourquoi on achèterait plus une voiture d'occasion sur Internet qu'une voiture neuve? Alors, le véhicule d'occasion, c'est le véhicule qui est là. Vous choisissez pas les options, vous choisissez pas les options, c'est-à-dire vous choisissez pas la configuration de la voiture à la sortie d'usine et vous prenez le véhicule qui est là. Et aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, c'est vraiment le rapport qualité-prix. Si on va dire que les véhicules que nous affichons sur Internet, s'ils ne sont pas sur la première page lorsque le client cherche sur un site, vous avez quasiment pas de chance de les vendre. Donc ça veut dire qu'on a une grosse concurrence rapport qualité-prix. Et aujourd'hui, il faut que le modèle soit attrayant, bien pris en photo, joli, et que le prix soit avantageux pour le consommateur. Et ensuite, ce dernier va se déplacer quand même en principe pour voir le véhicule avant de signer le contrat. Alexandre Farago, la mobilité individuelle bondit avec le Covid, la peur peut-être des transports en commun, on le voit, il y a plus de bouchons sur les autoroutes de contournement en ce moment, mais il y a aussi la peur du lendemain, économiquement, est-ce que les voitures sont plus difficiles à vendre ? Alors je pense que l'industrie automobile dans son ensemble a complètement sa place. Aujourd'hui, nos clients consomment différemment, on va dire. C'est-à-dire que pour la mobilité urbaine, on va plus quand même tendance sur les transports publics, mais on veut toujours garder une certaine mobilité individuelle pour pouvoir se déplacer en week-end, en congé, ou quand il y a des déplacements qui sont un petit peu plus longs. Et là, on voit que la voiture a complètement sa place. La forme d'une voiture a été beaucoup induite par la technologie qu'elle contenait, à savoir un moteur thermique, une boîte à vitesse. Aujourd'hui, est-ce qu'on va totalement s'affranchir de ça grâce à l'électrique au niveau du design, voire des voitures qui ont d'autres formes arrivées sur le marché ? Alors effectivement, on a des formes différentes qui arrivent sur le marché. Toutefois, ce qu'il faut juste se rendre compte, c'est qu'il faut répondre à la demande du consommateur, finalement, de l'utilisateur, et de changer radicalement pour des carrosseries qui sont très très futuristes, c'est quand même un petit peu compliqué. On a certaines marques qui s'y sont aventurées déjà avec des moteurs thermiques en changeant complètement les carrosseries, et ça n'a pas toujours été des réussites. Aujourd'hui, on va sur une tendance quand même qui est plus futuriste, que les véhicules sont plus modulaires. Aujourd'hui, le véhicule doit être un espace à vivre. Un espace individuel, ce qui est très apprécié en ce moment. L'électrique, changement de paradigme dans l'industrie, dans la planification industrielle des marques. Où est-ce qu'on en est maintenant ? Est-ce que tout le monde est plus ou moins arrivé à ce stade où les marques sont capables toutes de produire des véhicules électriques et ont bien réussi la transition ? Alors effectivement, mais la transition est obligatoire, on va dire, par rapport aux nouvelles normes européennes d'émissions de CO2, entre autres. Et là, toutes les marques partent soit sur de l'électrique, et certaines marques annoncent déjà un parc uniquement électrique, ou encore de la mixité avec des véhicules hybrides. Mais la tendance, elle est là. Et ça devient une obligation pour les constructeurs pour pouvoir respecter les normes, et également une demande de la part du consommateur. Justement, le consommateur qui rentre chez vous, chez Émile Frey Genève Acacia, que ce soit pour BMW ou pour Mini, quelle est en général sa demande ? Est-ce qu'on achète encore une voiture sur un coup de cœur visuel, ou est-ce qu'on demande aujourd'hui d'autres critères ? Alors, on va dire qu'il y a deux types d'achats. Il y a l'achat rationnel. Finalement, on a besoin d'un véhicule d'aller pour aller du point A au point B, ou on veut également un achat émotionnel. Et la voiture reste un achat émotionnel dans plus de 80% des cas. On reste vraiment sur quelque chose qui est émotionnel, ça doit plaire, ça doit nous plaire, et je pense que d'acheter un bel objet, ça fait plus plaisir que d'acheter quelque chose qui est complètement rationnel. Sinon, on vendrait tous des boîtes à chaussures avec des roues. Au-delà alors de l'aspect visuel, qu'est-ce qui est demandé le plus par vos clients ? Alors, il y a aussi un aspect technique, un aspect d'évolution technique par rapport à tout ce qui est nouveauté informatique. Alors, on sait qu'on a des problèmes de livraison de composants électroniques, mais les véhicules, technologiquement parlant, vont de plus en plus en avant pour assurer déjà la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose de très très important, et le confort des passagers et du conducteur.
On parlait tout à l'heure du rôle social de la voiture. Vous avez 2 marques premium dans votre garage. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est important pour le client, l'image que va renvoyer sa voiture, ou est-ce qu'on a tendance, au fil des ans, à faire fi de ça? Alors je dirais que l'image, oui et non. Aujourd'hui, on veut des clients qui se fassent plaisir. C'est se faire plaisir aujourd'hui. Et je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu avec le Covid, c'est important de se faire plaisir. Mais qu'on parte sur une BMW, une Mini ou une Citroën, on veut, ou une DS ou une Opel, on veut des voitures qui soient sympas, qui donnent envie de les utiliser. Et un petit paradoxe, c'est qu'on peut acheter une Citroën C1 avec une couleur qui est hyper chouette et qui se fait vraiment plaisir de rouler avec. Ça fait plaisir de dire c'est ma voiture. Et là, on est vraiment sur ce côté émotionnel et pas statutaire finalement. Si on peut s'offrir un véhicule un peu plus haut de gamme, un peu mieux équipé, oui, mais il faut se faire plaisir. Et c'est plus l'effet statutaire, parce que je pense qu'aujourd'hui, les mentalités ont grandement changé. C'est plutôt un effet plaisir. Alexandre Farago, BMW fait partie du plus grand trio des marques premium vendues en Europe. Aujourd'hui, on a l'impression que le premium devient peut-être plus accessible. C'est rajeuni ces dernières années pour une clientèle plus jeune. Alors effectivement, BMW, on va quand même concevoir que ça a toujours été une clientèle relativement jeune. BMW, tout d'abord, c'est un motoriste, c'est des voitures très émotionnelles. Alors autant bien dans le thermique que dans l'électrique. J'ai eu la chance d'essayer les derniers modèles électriques il y a quelques semaines en arrière qui vont arriver sur le marché. Donc on parle de modèle M, donc motorsport, avec des moteurs électriques, quelque chose qui est hyper fabuleux. Et aujourd'hui, donc notre clientèle, on a tous les âges. L'accessibilité, c'est le leasing. Aujourd'hui, on est accessible à des prix qui sont hyper compétitifs par rapport à d'autres marques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mensualités de leasing extrêmement attractives pour vraiment se faire plaisir. Combien de temps le client moyen garde-t-il sa voiture? C'est vrai qu'avec les leasings, certains changent souvent, j'imagine. Alors aujourd'hui, on est sur des tournus pour un véhicule neuf entre 36 et 48 mois. Et quand on change de voiture, est-ce qu'on reprend en général le même segment ou est-ce qu'on change de segment? Est-ce que le client est très attaché à un type de voiture en particulier? Alors je dirais qu'il y a un effet mode. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce fameux effet plaisir, il faut vraiment que ça se fasse plaisir. Et puis ensuite, après, il y a des modes de vie qui changent. On est marié, on a des enfants. Le petit coupé de place avec 3 enfants, c'est plus compliqué. Donc, on a des gens qui changent de mode de vie et ils changent de voiture par rapport à leur mode de vie. Il y a une adaptation. Toutefois, on a l'avantage avec la marque BMW, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir un monospace avec autant de technologie, de confort que dans un coupé cabriolet. Comment on explique qu'un Suisse, dans sa vie, va en moyenne consommer, on va dire acquérir plus de voitures que par exemple ses confrères, compères européens? Alors, on va dire qu'en Suisse, on a une grande majorité de leasing qui est fait et qui permet de faire un changement régulier. C'est-à-dire que vous avez un budget. Vous avez un budget aujourd'hui, par exemple, on prend le cas de BMW, vous avez les services qui sont inclus, vous avez un budget qui est maîtrisé pour l'acheteur. Et on a moins, je dirais, cette perspective d'être propriétaire. On a acquis les notions du leasing en se disant « Ok, je me fais plaisir pour 500-600 francs par mois, ok, je me fais plaisir. » Et on sait qu'on n'est pas propriétaire du dit véhicule et qu'on va le rendre à la fin. Si on regarde sur les pays qui nous entourent, bien souvent, c'est plus des notions de propriétaire. On le voit aussi dans l'acquisition de l'immobilier. On est plutôt des locataires en Suisse comparé à nos voisins européens. Et c'est toute cette différence de mentalité qui fait qu'on profite peut-être plus de l'instant présent en se disant « Ok, je me fais plaisir à ce moment-là » et moins cartésien en disant « je veux qu'il soit moi ». C'est bénéfique pour tout ce qui est donc de la branche des concessions, des importateurs. C'est quelque chose qui va vraiment stimuler le marché, cette rotation. Alors effectivement, ça stimule le marché, cet effet de rotation. Ça ouvre aussi plus de possibilités peut-être à des personnes qui veulent partir sur de l'occasion, parce qu'on a des parcs d'occasion qui sont quand même plus conséquents. Et on a un renouvellement du parc qui fait que le renouvellement du parc descend la consommation. D'ailleurs, en Suisse, en 10 ans, le parc il a doublé et la consommation est restée stable.
Donc ça, c'est des faits. Ça prouve bien comme quoi il y a une évolution et que l'évolution, elle diminue quand même la consommation. Elle assure plus de sécurité également. Aujourd'hui, c'est inconcevable d'acheter un véhicule sans ABS, sans régulateur de vitesse, etc. Et ça assure un confort et une sécurité pour le conducteur et les autres usagers de la route. Pour ce qui est de la distribution des véhicules, on a des marques natives de l'électrique, une en particulier qui vend directement sur Internet. On peut le faire chez la marque. Est-ce que ça représente un risque par la suite pour les importateurs dans les années à venir d'avoir toutes les marques qui s'y mettent ou est-ce qu'il faudra toujours un importateur, en finalité ? Alors, le rôle de l'importateur, c'est d'importer les véhicules en Suisse et de les distribuer. Donc, certaines marques, comme vous avez précisé, effectivement, importent des véhicules et les redistribuent après selon la commande des véhicules qui se fait sur Internet. Aujourd'hui, tous les constructeurs s'activent à vendre une partie de leurs modèles sur Internet. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir sur beaucoup de constructeurs qui vendent leurs modèles sur Internet. Mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, le conseil au client reste important. On a une clientèle qui veut du conseil et le conseil, vous l'avez en concession. Pour pas plus cher, finalement. Vous avez un service qui peut être plus personnalisé que commander uniquement sur Internet. De lire uniquement des avis, c'est bien. D'essayer le produit, de se rendre compte par soi-même, avoir un conseil d'une personne qui connaît le produit, c'est un plus. Vous parliez du leasing tout à l'heure comme une option vraiment choisie par la plupart des Suisses. Il y a de nouvelles entreprises qui arrivent avec des tarifs un petit peu plus élevés qu'un leasing, mais qui proposent une voiture location, assurance, service d'entretien inclus. Est-ce que c'est un service que les garages, comme Émile Frey, pourraient être amenés à développer dans les prochaines années ? Alors, ce service, nous l'avons déjà. Ça Voilà, s'appelle Émile Frey Move. Donc, ça existe. C'est un choix du consommateur. Et en l'occurrence, là, c'est des personnes qui prennent ces options. C'est plus on va dire, c'est quasiment du leasing court. C'est du 6 mois, 12 mois. Et ensuite, après, ils changent plus facilement de véhicule. Un désir du client, on y répond. On est capable de le faire aujourd'hui et quasiment toutes les marques aujourd'hui s'y mettent et sont capables de le faire, quel que soit Émile Frey ou non Émile Frey. C'est une demande, mais la demande, elle n'explose pas littéralement. On est plus pour une acquisition sur un 36-48 mois. On a des habitudes en roulant. Changer toujours les habitudes, ce n'est pas forcément la demande générale. De manière générale, dans les voitures, on a de plus en plus d'aide à la conduite. On va vers une conduite semi, voire même carrément autonome dans les prochaines années. Alors pour beaucoup, c'est une plus-value, parce que c'est un stress la conduite, mais est-ce qu'il y a aussi des clients qui redoutent peut-être cette étape, qui aiment conduire ? Alors, tout système peut être débranché. Au jour d'aujourd'hui, on peut débrancher tout système. Alors, on va rappeler simplement que la loi ne permet pas une conduite autonome, même si vous avez... Pas encore, en tout cas. Maintenant, lorsque vous avez une voiture, on a aussi des modèles chez BMW qui ont de la conduite autonome. Toutefois, si vous lâchez le volant, la voiture va vous rappeler qu'il faut vite reprendre le volant, sinon elle va se mettre à freiner et se mettre toute seule au bord de la route. Donc aujourd'hui, ça existe pour beaucoup de nos modèles. C'est peut-être moins stressant pour certains clients lorsqu'on est dans les bouchons, etc. C'est plus agréable, mais c'est très monotone. Alors moi, j'ai eu l'occasion de faire un trajet Genève-Zurich dans une voiture qui avait un taux d'autonomie très très large, on va dire. C'est très ennuyeux, ça je peux vous dire, parce qu'elle va lire les panneaux, elle va se mettre à la vitesse, etc. S'il faut dépasser, elle va mettre le clignotant, elle va se mettre à dépasser, etc. Mais vous êtes vraiment très très passif à l'intérieur. C'est un état d'esprit. Justement, on va quand même vers un standard comme ça dans les prochaines années. Comment est-ce que les marques vont pouvoir se démarquer sur l'expérience que l'on vit à bord des véhicules s'il y a moins de conduite pure ? Alors, c'est l'effet technologique que vous avez dans le véhicule. Aujourd'hui, il y a des développements d'entertainment pour les passagers qui se développent avec des jeux vidéo, des écrans monstrueux. Là, j'ai eu l'occasion, justement, quand j'étais à Munich chez BMW, on nous a présenté un écran qui devait faire, en tout cas pour les passagers arrière, 1 mètre de long sur 40 cm de haut, avec jeux vidéo incorporés, télévision, ordinateur. Oui, on prévoit plein de choses. On va vers une extension du salon. Absolument, absolument. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, oui. Alexandre Faragon, on va parler de votre parcours. Vous êtes né presque dans une voiture.
Quasiment, mais c'était quand même à l'hôpital. Vous aviez un papa garagiste? Absolument, qui avait un garage Citroën dans le canton du Jura. Vous avez travaillé avec lui? Absolument. Donc, quand j'avais 12 ans, j'ai déjà commencé à travailler avec lui. Je faisais les services sur les 2 chevaux. Et quand il a fallu commencer mon apprentissage de mécanicien, il m'a dit sur le terme, tu n'iras pas faire la Putzfrau ailleurs, tu bosseras avec moi. Et j'ai fait l'apprentissage avec mon père, effectivement. Ensuite, vous changez de crèmerie, hein. Vous allez chez un préparateur automobile. Alors, pas tout de suite. D'abord, j'ai été à l'armée et ensuite, après, j'étais chez un préparateur automobile en Suisse allemande. C'était l'occasion de perfectionner mon allemand, on va dire, de voir autre chose. Et là, j'étais chez Ruf, qui est le préparateur officiel de Porsche, en tout cas à l'époque. Et ensuite, après, je suis revenu dans le canton du Jura en tant que chef d'atelier chez l'agent principal Citroën. Vous avez travaillé vraiment dans les voitures presque toute votre vie. Est-ce que c'est une passion aussi en dehors de l'activité professionnelle? Alors, en dehors de l'activité professionnelle, non. Je suis pas très attiré par, d'ailleurs mes chefs de vente me font des fois un peu leur reproche, par des vieilles voitures. J'ai beaucoup travaillé sur des voitures anciennes. Ça demande énormément de temps, énormément de passion, et j'ai d'autres centres d'intérêt. Le monde de l'automobile me convient très bien en tant que travail de tous les jours, mais en dehors, je fais plein d'autres choses. Vous arrivez chez Émile Frey, tout d'abord dans les marques Toyota Lexus. Hein. Non. Alors, j'ai commencé chez Émile Frey en 1995 en tant que responsable du service technique, garantie et formation chez BMW Mini. Le fait d'arriver dans une grosse structure comme ça, après avoir connu une structure plus familiale, Oui. Comment vous vous sentez à votre arrivée? Alors écoutez, très bien. L'intégration s'était extrêmement bien faite. Le système organisationnel du groupe Émile Frey est très bien cadré. Tout de suite, l'ambiance était très agréable. Alors des fois, on pense que dans les grandes structures, c'est très numéroté, etc. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. Tout le monde se connaît. Beaucoup de gens font du sport ensemble. C'est une grande famille. Et je toucherai juste un mot encore concernant mon patron, qui est monsieur Walter Frey, donc fils de Émile Frey, que je rencontre régulièrement, et c'est une personne qui est complètement accessible. Les 100 ans d'Émile Frey, le groupe, ça sera dans 4 ans, Oui. Dans 3 ans maintenant, 2024. Comment est-ce que vous voyez le groupe dans 50 ans? Je pense toujours dans l'automobile. Avec toutes les évolutions, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 100 ans, il y a eu plein de crises qui ont été traversées. On a eu les crises pétrolières dans les années 70, on a eu la crise du Covid, mais il y en a eu plein d'intermédiaires encore qu'on oublie vite, finalement, parce qu'on a la mémoire courte sur ce qui s'est passé avant. L'automobile a survécu à tout ça, elle s'est adaptée, et on a la chance d'être dans une branche qui sait s'adapter, qui a toujours évolué et s'est adaptée aux demandes. Et qui sait créer de l'innovation. Hein. Absolument. Alexandre Farago, vous avez apporté un objet. Alors, on ne sait pas Absolument. si c'est un gris-gris, si c'est un objet utilitaire dans votre vie professionnelle, personnelle. Je vous laisse nous le présenter. Alors, je vais vous le montrer. C'est quelque chose qui est relativement simple. Pour les anciens, ils sauront tout de suite ce que c'est. Pour les petits jeunes comme vous, peut-être certainement pas. Alors, il y a du fil, mais... Alors, il y a du fil. Ça. Il y a du fil. C'est un objet qui a 33 ans, qui m'a été donné à l'école de recrue. Et c'est un truc qui est tout bête. C'est que vous avez un merveilleux petit bouchon en bois. Et quand on est à l'école de recrue, le sergent-major venait contrôler si on avait toujours les fameuses 3 aiguilles qui étaient dedans. Les fameuses 3 aiguilles. Et puis, cet objet, je l'ai toujours conservé. Autant bien au niveau professionnel, parce que vous avez un bouton qui lâche, vous avez une petite couture qui est en train de se défaire, vous pouvez vite la réparer. Et puis, il a eu une deuxième utilité, c'est que je fais pas mal de courses à pied. Et ça, c'est toujours en préparation, avec une aiguille avec le fil dedans. Le jour où vous avez une cloque, vous passez à travers la cloque et ça vous la sèche. Donc, c'est quelque chose qui est autant bien utile dans le monde professionnel, entre guillemets, parce qu'un bouton qui lâche, etc., vous avez une réunion, c'est pas toujours génial. Et dans le monde sportif, également, ça sert beaucoup de secours. Et ça fait 33 ans que je l'ai. Et ça tranche bien avec les innovations, les écrans d'1 mètre que l'on trouve Tout à fait. à l'arrière de la dernière BMW. Merci beaucoup, Alexandre Farago. Merci à vous, avec de nous plaisir. avoir rendu visite aujourd'hui. Merci. Merci. Merci, Elliot. Merci. On se retrouve la semaine prochaine dans B2B pour partir à la rencontre de nouveaux chefs d'entreprise. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.